Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de sémiologie qui va parler de l'examen neurologique. Donc je vais faire la partie 2. La première partie a déjà été postée sur la chaîne et la troisième arrive dans quelques jours normalement. Donc dans cette partie, on va traiter l'examen neurologique des 6 dernières paires crâniennes, donc à savoir de la paire crânienne numéro 7 à la numéro 12. On va aussi voir la motricité et la coordination. Donc, le lien, en fait, le support Analyse d'Also. Donc, je l'ai fait avec l'application Notion. Donc, je vous mettrai la version PDF et la version pour ceux qui utilisent Notion dans la description. Faut savoir que tous les supports qu'on va voir faire de la vidéo, lorsque vous appuyez directement sur un lien qui se trouve en comme directement enfin, on va voir donc à chaque fois que vous appuierez sur tel ou tel lien, comme directement le support que je vais vous montrer donc. Donc, la réorganisation, moi j'ai trouvé qu'elle était utile. Du coup, comme si vous voulez travailler avec. Donc, on commence tout de suite avec le premier nerf. Donc, le premier nerf, ça va être le nerf numéro 7, donc le nerf facial. Le nerf facial, déjà, il faut savoir qu'il est constitué de deux nerfs. On a le nerf facial qui est moteur, il va innerver les muscles de la face et le possier du cou. Et il est aussi constitué par l'intermédiaire de Wurisberg, d'accord. Et l'intermédiaire de Wurisberg, il contient des fibres sensitives, sensorielles et parasympathiques. Donc, on va faire l'étude de les deux nerfs. Le premier, on oblique, c'est le nerf moteur. Donc, pour le nerf moteur, on va utiliser le petit tableau comparatif que j'ai fait. On va ouvrir. Donc, on applique avec le nerf moteur, il innerve les muscles de la face et le possier du cou. D'accord. Donc, on va voir ce que les lésions, ils déroulent le nerf moteur. Donc, on a deux types de lésions. On peut avoir soit une lésion qui est supranucléaire, soit une lésion nucléaire, donc du noyau. Pour les lésions supranucléaires, elle va réaliser ce qu'on appelle une paralysie faciale centrale. D'accord. Donc, elle va réaliser une paralysie faciale centrale. Donc, comme vous pouvez voir, il y a le trait noir entre les deux parties du visage. Donc, on a la paralysie faciale centrale. Si vous pouvez remarquer, en fait, le fouqania, elle n'est pas coloriée en rouge, mais elle est si, parce que, en fait, les lésions supranucléaires, elles atteignent justement la partie inférieure de la face, d'accord. Elles n'atteignent que la partie inférieure de la face. Donc, on oblique, elle va réaliser une paralysie faciale centrale. Centrale, donc juste la partie inférieure, juste l'étage inférieur du visage. Et il accompagne le plus souvent une hémiplégie. C'est un détail très important à savoir. Je l'ai vu beaucoup de QCM et tout, donc il faut savoir qu'il accompagne le plus souvent une hémiplégie. Elle va se distinguer de la paralysie faciale périphérique par le fait qu'elle respecte le territoire facial supérieur. Donc, la partie supérieure de la face en blanc parce que la paralysie ne la touche pas. Elle ne touche que l'étage inférieur de la face. En effet, le noyau facial reçoit une innervation supranucléaire provenant du cortex moteur des deux hémisphères cérébraux. Là, bon, ça c'est pas super important. La paralysie faciale centrale prédomine sur les muscles du territoire facial inférieur du côté de la face opposée à la lésion centrale. Les fibres rouges du côté contralatéral, mais aussi du côté homolatéral. C'est important de faire la différence entre les deux termes. Donc, les fibres rouges du côté contralatéral, d'accord. Elles vont un petit peu en quelque sorte décusser, d'accord. Et puis, elles vont descendre ou l'autre côté du visage, aussi du même côté où il y a la lésion, c'est du côté contralatéral. Voilà, donc elle respecte les muscles du territoire facial supérieur car ces derniers sont de représentation corticale bilatérale. Donc en fait, il n'est pas le côté supérieur de la face n'est pas atteint parce qu'il y a une innervation bilatérale. Ça veut dire que même si le côté contralatéral Winkane, la lésion, il va être touché, le côté homolatéral, il est toujours sain. Donc, mais ça il n'y a pas de signe de Charles-Bell. Donc, c'est quoi le signe de Charles-Bell? Paralysie centrale périphérique. Et puis, chez le malade dans le coma, la paralysie faciale centrale est mise en évidence par la manœuvre de Pierre, Marie et Foix. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? La pression du nerf facial en arrière de la branche montante du maxillaire inférieur entraîne une grimace du côté sain. C'est-à-dire que on va prendre la branche montante du maxillaire inférieur, d'accord, un petit peu une pression
donc la partie maxillaire c'est le nerf facial. On va exercer une pression, d'accord, sur la branche. Le fait de faire la pression, en fait, on aura une grimace du côté sain. Quand on voit qu'il y a une grimace seulement d'un seul côté, on comprend que c'est une paralysie faciale centrale. Très bien. Donc, on a la paralysie périphérique. Donc, déjà, la paralysie périphérique, elle est causée plutôt par une lésion du noyau du nerf facial, donc le nerf numéro 7. Donc, on applique la lésion du noyau du nerf facial, entraîne une paralysie faciale périphérique, d'accord, portant sur l'ensemble des muscles de l'hémiphase du même côté que la lésion. L'hémiphase atteinte apparaît hypotonique et immobile. Donc, à droite, on a toute la face qui est colorée en rouge, d'accord. Donc, ce qu'on a, ça va être une atteinte du noyau, d'accord, donc une lésion du noyau du nerf. On va remarquer, déjà, il faut savoir que du même côté que la lésion, c'est-à-dire que le noyau du facial, d'accord, on aura du même côté, c'est le côté homolatéral. Donc, du côté où il y a la lésion, l'atteinte au niveau de la face. C'est le côté homolatéral, donc du même côté que la lésion. L'hémiphase atteinte paraît hypotonique et immobile. Hypotonique, ça veut dire un petit peu merkhofa, c'est le contraire d'hypertonique. Il faut faire attention qu'il y a les mots, les QCM et tout. Donc, elle apparaît hypotonique et immobile. Hypotonique, ça veut dire merkhofa et tout. Et immobile, ça veut dire qu'elle ne bouge pas. Donc, contrairement à la paralysie faciale centrale, elle va atteindre les deux étages de la face, d'accord, donc l'étage supérieur et l'étage inférieur. Donc, à l'étage facial supérieur, on va remarquer un effacement des rides du front, parce que quand vous comparez le côté blanc, fait les rides plutôt, mais le côté rouge, non, d'accord. Donc, on aura un effacement des rides du front, un élargissement de la fente palpérable avec abaissement de la paupière inférieure. La fente palpérable, eh bien, c'est tout simplement donc on voit qu'il y a quand même un élargissement de l'espace, d'accord, et puis on a abaissement de la paupière inférieure. La paupière inférieure d'accord, et puis on a impossibilité de fermer l'œil, c'est la lagophthalmie et un signe de Charles Bell. Donc, la lagophthalmie, c'est tout simplement l'impossibilité de fermer l'œil, d'accord. Fait de la paralysie, le sujet, on voit très bien qu'il ne peut pas fermer l'œil. Donc, c'est la lagophthalmie et un signe de Charles Bell. Lors de la tentative d'occlusion palpérable, lors de la tentative, quand le sujet il va tenter de fermer les yeux, l'œil il va rester ouvert et on observe un déplacement synergique normal du globe oculaire en haut et en dehors. Donc, en gros, lorsque le sujet va essayer de fermer l'œil ne va pas se fermer, il va rester ouvert. Et on va aussi remarquer le globe oculaire, donc l'œil, il va se déplacer en haut et en dehors. Donc, c'est dû à la contraction synergique du droit supérieur, donc le muscle responsable de la... Donc, le droit supérieur, son rôle, ça va être d'élever le regard vers le haut et en dehors, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on aura le signe. On aura également abolition du réflexe cornéen ainsi qu'une absence d'occlusion de la paupière à la menace. Le réflexe cornéen, c'est tout simplement... Donc, abolition du réflexe cornéen, ça va être tout simplement que à la menace, les yeux ne vont pas se fermer d'une façon bilatérale, d'accord? Donc, on aura absence de le réflexe et absence d'occlusion de la paupière à la menace. Le réflexe cornéen, par exemple, un coton ou n'importe quoi, et on va le rapprocher de la cornée ou de là. On va limite toucher avec la cornée, et puis on n'aura pas un réflexe bilatéral tel la fermeture des yeux. D'accord? Donc, abolition du réflexe cornéen. Ça, c'était pour l'étage facial supérieur. Ensuite, pour l'étage facial inférieur, donc on aura effacement du pli nasogénien. En fait, le pli nasogénien, vous voyez bien qu'au niveau de la paralysie faciale centrale, il y a un petit pli à côté du nez, mais la paralysie, la paralysie faciale périphérique, mais cache. D'accord? Donc, c'est le pli nasogénien. On aura également chute de la commissure labiale alors que la bouche est attirée vers le côté sain.
bon, on ne le voit pas très bien. On voit que la bouche, elle est... la commissure labiale, donc, elle descend, d'accord? Mais on ne voit pas vraiment que la bouche est attirée vers le côté sein. Mais, fléka... d'ailleurs on va voir une vidéo d'Okshuya, on voit vraiment que la bouche elle est attirée vers le côté sein. Le malade ne peut ni sourire, ni gonfler la joue, ni siffler, d'accord? Et on retrouvera également un signe du possier de Bavinski, c'est-à-dire que le possier du cou il ne se contracte pas à l'ouverture contrariée de la bouche. Quand on va demander au patient d'ouvrir la bouche d'une façon un petit peu contrariée, disons, donc on verra que le possier du cou en fait ne se contractera pas. D'accord, donc si on va récapituler un petit peu au Chanarolo, donc on a parlé des lésions qui peuvent atteindre le nerf facial. On applique une lésion supranucléaire qui va réaliser une paralysie faciale centrale et on a également une lésion du noyau, donc une lésion nucléaire qui va réaliser une paralysie faciale périphérique. Pour la paralysie faciale centrale, elle accompagne le plus souvent une hémiplégie, d'accord? Elle se distingue de la paralysie faciale périphérique du fait qu'elle respecte le territoire supérieur de la face. La lésion oblique du côté contralatéral de l'hémiface atteint, d'accord? Rona tanik bilik, il n'y a pas de signe de Charles Bell qui m'a fait la paralysie faciale périphérique et on la retrouve chez le malade dans le coma grâce au signe de Pierre, Marie et Foy, d'accord? Donc, Douka, on retourne à la réorganisation. On va aller voir quelques vidéos, d'accord? Donc, on a parlé de la paralysie faciale centrale. On va aller voir la vidéo, la paralysie faciale centrale. Donc, quand je vais vous donner le lien de la réorganisation, elle va s'ouvrir exactement de la même façon. Donc, on va zoomer un petit peu. Non, elle dit c'est la périphérique. Non, c'est la centrale. Donc, c'est celle-là. Bonjour docteur. Qu'est-ce qui vous est arrivé en quelques mots? Mais je sais pas trop. Une paralysie sur oui. Ça vous a pris tout d'un coup? Ça m'a pris tout d'un coup, oui. Donc là, on peut bien voir que en fait les yeux, d'accord, mais on voit très bien que c'est du côté droit. On voit très bien que la personne, elle parle normalement avec le côté gauche, mais le côté droit, on voit un petit peu que la partie inférieure donc du visage du côté droit, elle n'est pas très, elle ne bouge pas, d'accord, elle est immobile, d'accord. Donc on continue. Sur le réveil. Et ça vous a gêné pour parler, peut-être? Ah oui, je parlais pas aussi bien que enfin, oui, c'est vrai que... Et vous aviez quoi d'autre? Au niveau du bras, de la jambe, il y non, avait quelque chose? Non, rien. J'avais... Anna, on lui demande si elle avait quelque chose au niveau du bras ou là du pied pour rechercher un signe d'hémiplégie, mais apparemment, Naya, elle n'en a pas. Que la bouche. Hein. D'accord, il n'y avait pas le bras qui était un peu lourd? Non. Ou la jambe qui était un peu lourde? Non plus. J'avais mal à la tête. Mal à la tête, d'accord. Il n'y avait pas de fourmillement non plus? Non. D'engourdissement? Non, je n'ai rien senti. D'accord. À part que je bavais, c'est tout. Oui. Très bien. Pouvez-vous faire ça? Donc on voit Naya que le patient ne peut pas sourire. Alors pouvez-vous maintenant fermer les yeux très fort? Très fort. D'accord. Oui. Regardez-moi à nouveau. Faites ça. Vous pouvez essayer de siffler? La personne ne peut pas siffler. Non, c'est vrai. Ouais. De faire des grosses joues. Et elle ne peut pas gonfler les joues. Ou comme ça. D'accord, très bien. Voilà, donc ça c'était pour la paralysie faciale centrale. Donc on va récapituler un petit peu, je crois, la paralysie faciale périphérique. Donc on oblique, elle porte déjà sur l'ensemble des muscles de l'hémiface, donc le côté homolatéral de la lésion, d'accord. Donc elle apparaît hypertonique et immobile. Au niveau de l'étage facial supérieur, on va remarquer un effacement des rides du front, élargissement de la fente palpérable avec abaissement de la paupière inférieure, impossibilité de fermer l'œil et donc du coup c'est la lagophthalmie et un signe de Charles Bell,
D'accord? Abolition du réflexe cornéen et une absence d'occlusion de la paupière lors de la menace. Et à l'étage inférieur, on aura effacement du pli nasogénien avec chute de la commissure labiale alors que la bouche est attirée vers le côté sein. Le malade ne peut ni sourire, ni gonfler la joue, ni siffler. Et puis on parlera aussi, donc on a le possier de Babinski, donc du coup ne se contracte pas à l'ouverture contrariée de la bouche. On va le voir donc dans une vidéo. Bon. Tout le monde est permis, ça m'a pris, j'avais du mal à voir et du mal à parler aussi. Oui. Tout d'un coup. Oui, ça m'est venu tout d'un coup comme ça. Enfin, le lendemain, ça a été un peu plus de volonté. Donc on voit très bien que Hnaya a une paralysie périphérique faciale, donc du côté gauche du visage, d'accord? Donc on voit très bien qu'elle peut bouger la bouche. D'ailleurs, on voit Hnaya très bien que la bouche, elle est attirée vers le côté sein, d'accord? Elle est attirée vers le côté sein, donc Hnaya, elle est attirée vers la droite. Il y a donc 3 jours, ou le dimanche dans la journée, vous allez bien, et le soir? Et le soir, c'est là que je me suis aperçue. D'accord. Et le lundi, c'était pire. Ouais. Est-ce qu'il y a eu autre? On voit aussi que l'œil gauche ne se ferme pas, c'est-à-dire que si vous voyez, si vous regardez bien la vidéo, vous verrez que l'œil gauche, en fait, elle ne peut pas le fermer, d'accord? Donc c'est la lagophtalmie. Chose que cette faiblesse du côté gauche, il n'y a pas eu de douleur J'ai toujours des douleurs un peu là, qui sont venues, je pense, au bout creuseuse, là, d'accord. qui sont toujours là. Ouais. D'accord, donc vous avez été opéré de boule graisseuse il y a 2 ans. La parotite. D'accord, très bien. Vous enlevez vos lunettes là, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire comme moi? Donc le patient ne peut pas sourire. Tirez. Ou... Okay. Est-ce que vous pouvez faire les... On a Hnaya chute de la commissure labiale et la bouche est attirée vers le côté sein. Très fort. Très très fort. D'accord, ouais. Même si elle arrive à fermer, mais elle n'arrive pas vraiment à avoir un très beau contrôle. Et on voit très bien là qu'elle ne se ferme pas l'œil. Le goût, non, pas tout à fait. C'est-à-dire la texture au niveau de la langue, du niveau gauche, je ressens pas la même chose. la texture ou le goût des aliments? Je vais sentir que c'est chaud, froid, salé ou pas, mais ça va être... c'est changé le goût de la texture. Les sons ne sont pas désagréables. Les sons ne sont pas pénibles, désagréables. Non. D'accord, très bien. Je vous remercie. Bon, pour les sons, c'était juste par rapport pour voir s'il y a une atteinte au niveau de l'oreille ou bien du nerf auditif ou quoi que ce soit. Donc, on retourne à la réorganisation. Donc, c'est bon, on a parlé du nerf moteur. On a la lésion l'irdorécono. Donc, une lésion au niveau du noyau qui nous donnera une paralysie faciale périphérique et une lésion supranucléaire qui nous donnera une paralysie faciale centrale. Maintenant, on va parler de la deuxième partie de le nerf qui est l'intermédiaire de Wuersberg. Donc, on a dit que l'intermédiaire, il aura 3 fonctions, d'accord? Donc, une fonction sensitive, une fonction sensorielle et une fonction sécrétaire. Il est trop foncé. Voilà, donc on a dit qu'il aura une fonction sensitive, une fonction sensorielle et une fonction sécrétaire. Donc pour la fonction sensitive, on a dit qu'il va assurer la sensibilité de la zone de Ramsay-Hunt. En fait, la zone fera le tympan et la paroi postérieure du conduit externe et une partie du pavillon de l'oreille. Donc le conduit auditif externe et le pavillon de l'oreille.
Donc, il assure la sensibilité de la zone. Une fonction sensorielle, il est responsable de la sensibilité gustative des 2/3 antérieurs de la langue. En fait, c'est quoi la différence entre sensitive et sensorielle? Sensitive, ça va être en relation avec le his, mais sensorielle, ça va être en relation avec les sens, donc avec le hawas. Sensitive, ça va être beaucoup plus pour la douleur, mais sensorielle, ça va être beaucoup plus en relation avec le hawas, et en particulièrement avec donc la sensibilité gustative des 2/3 antérieurs de la langue. D'ailleurs, c'est important de s'en souvenir parce qu'on va voir que le tiers postérieur de la langue la sensibilité gustative diallo, elle va être en relation avec un tout autre nerf, d'accord? Donc, on a parlé de la fonction sensitive, de la fonction sensorielle, et maintenant, on va parler de la fonction sécrétaire. Donc, la fonction sécrétaire, les fibres parasympathiques cheminent dans l'intermédiaire, les glandes. Donc, une fonction sécrétaire, en rapport avec donc, les glandes lacrymales, les glandes de la cavité nasale et les glandes salivaires. D'accord? Les glandes salivaires qui seront sous-maxillaires et sublinguales. Donc la fonction sécrétaire, elle va être responsable à la 3 glandes, glande lacrymale, glande de la cavité nasale et glande salivaire, les huma sous-maxillaires et la sublinguale. Très bien. C'est ainsi qu'au cours d'une paralysie faciale, donc on pourra observer, en plus des troubles moteurs déjà décrits, une agésie, d'accord, qui est une perte de la sensibilité gustative des 2/3 antérieurs de la langue. C'est très important, Hadaya. Ça veut dire que lors d'une paralysie du nerf facial, donc que ce soit périphérique ou la centrale, parce que elles ne vont pas respecter le territoire inférieur du visage. D'ailleurs, la vidéo, le docteur demande à la patiente est-ce que la texture de sa langue ou est-ce que le goût des aliments est le même. Le goût des aliments, oui, il est vraiment, c'est vraiment le même, mais en fait, elle a une agésie la langue, donc, des 2/3 antérieure de la langue. Donc, elle ne peut pas vraiment sentir le goût comme elle le sentait avant. D'accord? On aura aussi une hypoesthésie qui est une diminution de la sensibilité physique de la zone de Ramsay-Hunt parce que l'intermédiaire de Wisberg, il va être responsable de la sensitivité de territoire. Donc, on aura une hypoesthésie de cette zone et on aura aussi un tarissement des sécrétions lacrymales et salivaires, donc ils vont diminuer. C'était tout pour le nerf facial. Donc, si on veut faire un petit récapitulatif, on applique le nerf facial, il est constitué de 2 nerfs. Le nerf facial moteur qui va innerver les muscles de la face et le possier du cou, et l'intermédiaire de Wisberg qui contient des fibres sensitives, sensorielles et parasympathiques. Pour le nerf moteur, on peut remarquer 2 types de lésions. On peut remarquer soit une lésion nucléaire qui va être responsable d'une paralysie faciale périphérique de l'étage supérieur et inférieur de la face, ou là une lésion supranucléaire qui sera responsable donc d'une paralysie faciale centrale qui va donc occuper l'étage inférieur de la face. Il est aussi composé du nerf de Wisberg. Il y a 3 fonctions, une fonction sensitive, sensorielle et sécrétaire. Sensitive pour la zone de Ramsay-Hunt, sensorielle pour les 2/3 antérieurs de la langue, donc la sensibilité gustative, et puis sécrétaire pour les glandes lacrymales, la cavité nasale et les glandes salivaires. En plus des paralysies, on pourra donc observer une agésie, une hypoesthésie donc de la zone là et un tarissement des sécrétions lacrymales et salivaires. Très bien. Donc on va passer au prochain nerf qui est le nerf auditif. Donc le nerf auditif, déjà il faut savoir qu'il comprend 2 parties. Donc le cochléaire et le vestibulaire. Le cochléaire, le vestibulaire, un tout autre chapitre, la sémiologie. Donc le nerf cochléaire est le nerf de l'audition, d'accord? C'est le nerf de l'audition. Une anomalie de ce nerf peut entraîner des acouphènes, les huma, des bourdonnements ou des sifflements, une hypoacousie, il y a une diminution de l'acuité auditive, donc la personne tout l'itma moins. Il sera exploré cliniquement par l'épreuve de la voix chuchotée et par l'épreuve du diapason. Donc, on va juste séparer Hadouma comme ça. Donc, l'épreuve de la voix chuchotée. Le sujet est placé de profil. Donc, il est placé de profil. Donc, on va examiner, on va faire plutôt l'épreuve côté par côté.
Donc, le sujet est placé de profil. On lui fait entendre soit la voix chuchotée, soit le tic-tac d'une montre. L'épreuve se fait alternativement pour chaque oreille, l'autre étant obturée. C'est-à-dire que, l'épreuve, la personne connaît d'abord du côté droit, ensuite du côté gauche, ou du côté gauche, ensuite du côté droit. Donc, nous du premier côté, et soit on va chuchoter l'oreille de la personne, soit le tic-tac d'une montre, d'accord? Donc, il tic-tac à la montre, en tout en bouchant l'oreille contre la terrasse. C'est-à-dire que si on est du côté droit, on va boucher l'oreille gauche, et inversement. Ça, c'était pour l'épreuve de la voix chuchotée. Ensuite, on va passer à l'épreuve du diapason. Donc, l'épreuve du diapason, elle permet de connaître le type de surdité. D'accord? Donc, elle permet de connaître le type de surdité. Que ça soit une surdité de transmission, donc on aura atteinte de l'oreille externe ou moyenne, et la surdité de perception, donc atteinte de l'oreille interne ou du nerf auditif. La transmission, ça veut dire naql. Et naql, le son, on sait très bien qu'il est fait par l'oreille externe et l'oreille moyenne. Donc, si on aura une surdité, ça veut dire naqs fi sama un petit peu si on veut. Donc, si on aura une surdité de transmission, ça veut dire qu'on aura atteinte de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne. Mais si on aura une surdité de perception, en fait, ça veut dire istiqbal. Donc, si on aura une surdité de perception, ça veut dire qu'on aura atteinte de l'oreille interne ou du nerf auditif. Pour l'épreuve du diapason, donc, on aura deux épreuves, d'accord? L'épreuve de Weber et l'épreuve de Rhin. Très bien. Donc, on va d'abord commencer par l'épreuve de Weber. Déjà, on va utiliser un diapason. Donc, on va regarder la vidéo et puis on va voir très bien ce que c'est qu'un diapason, comment ça s'utilise, etc. Donc, on va commencer par l'épreuve de Weber. Il faut savoir que Hadi, elle différencie les types de surdité. D'accord? Le diapason, il est placé sur la ligne médiane du crâne. Là, ce qui nous intéresse beaucoup plus, ça va être les résultats. Chez le sujet qui est normal, si les deux oreilles sont ouvertes, elles l'entendent toutes les deux. D'accord? Donc, quand les deux oreilles sont ouvertes et qu'on met le diapason sur la ligne médiane du crâne, les deux oreilles l'entendent toutes les deux. Ça veut dire que il n'y a aucun problème. Hadia, lorsque les deux oreilles sont ouvertes. Si l'une d'entre elles est obstruée, c'est-à-dire que l'une d'entre elles, c'est elle qui va entendre le bruit. D'accord? Donc, l'oreille, elle va entendre le bruit. Mais si on les laisse toutes les deux ouvertes, les deux vont l'entendre d'une manière kiff-kiff, donc égale. Ça, c'est le sujet normal. Par contre, le sujet pathologique. Si on a une surdité de transmission, le bruit, il sera entendu par l'oreille malade. Donc, on dira que le Weber est latéralisé positif. Par contre, si c'est une surdité de perception, le bruit est entendu par l'oreille saine et le Weber sera latéralisé. En fait, le diapason, ça va être comme une vibration. Donc, un petit peu un bruit. Si le bruit il est beaucoup plus entendu par l'oreille malade, ça veut dire qu'on aura un problème la transmission. Donc, un problème l'oreille externe et moyenne. Enfin, pas et ou. Soit un problème l'oreille externe, soit un problème l'oreille moyenne, ou là, tous les deux. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on dira que le Weber est latéralisé positif parce que c'est l'oreille malade, l'ismado. Par contre, si on aura une surdité de perception, le bruit il sera entendu par l'oreille saine et on dira alors que le Weber est latéralisé négatif. D'accord? Très bien. Ensuite, on verra donc l'épreuve de Rhin. En fait, l'épreuve de Rhin, elle compare les temps de conduction. La conduction, c'est quoi? C'est le temps que met le bruit bishaka yahbis ma nsma'ouh. D'accord? Et normalement, dans l'air, la conduction tkun kbira ala dans l'os. D'accord? Donc, la conduction qu'on a tant que le son met à disparaître. Normalement, donc chez le sujet normal, la conduction aérienne est 2 fois plus supérieure, donc est 2 fois plus grande, donc elle est 2 fois supérieure à la conduction osseuse. Pour les comparer, donc la conduction osseuse, donc au niveau de l'os. Le diapason est posé sur la mastoïde qui est l'os juste en dessus, juste au-dessus du conduit auditif externe. Donc on va voir la vidéo et pour tester la conduction aérienne, on va mettre le diapason au niveau du pavillon de l'oreille, d'accord? Donc au niveau de l'oreille externe.
En pathologie, si on a une surdité de transmission, le rapport s'inverse. Donc, la conduction aérienne tout lit inférieure à la conduction osseuse. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le son, il va mieux passer par l'os que par le conduit auditif externe. Et ça veut dire qu'on a un problème la transmission, d'accord? Donc, le rapport, il va s'inverser. Si par contre, on a une surdité de perception, le rapport reste le même, mais les deux diminuent considérablement. C'est-à-dire que on aura toujours la conduction aérienne supérieure à la conduction osseuse, mais tous les deux. Donc, pour mieux comprendre on va aller voir une petite vidéo. The tuning fork tests are useful in assessing hearing loss. This video shows how to perform Rinne and Weber's tests. These tests are performed using a 512 Hz tuning fork. Donc, en gros, le diapason, ça ressemble un petit peu à une petite fourchette, d'accord? Donc, vous allez voir comment elle va le faire vibrer. The tuning fork can be activated by flicking it between your fingers or by tapping the tuning fork on the knee. On entend plutôt bien la vibration et le bruit qu'il fait. Donc, vous allez voir donc comment elle va faire. Donc, on va d'abord commencer par le test de Rin. It is important to explain the test clearly to the patient. So you're going to hear a buzzing. I want you to tell me which position it is louder in. Donc, là, en fait, elle va activer, enfin, elle va plutôt faire sonner avec le diapason et elle lui demande de lui dire Win, est-ce que haïsma le mieux head le son. Donc, هتحطوا les deux positions اللي قلنا عليهم مقبلات. هتحطوا la mastoïde et puis le conduit auditif externe. So, position A. This tests air conduction. Donc, elle a dit que c'était pour la conduction aérienne. هتحطوا au niveau du pavillon de l'oreille. Or position B. Et puis, elle le met au niveau de la mastoïde, donc l'idée juste au-dessus de l'oreille, pour tester la conduction osseuse. Bone conduction is tested by placing the base of the tuning fork on any bony area surrounding the ear. Position A. Donc, elle lui demande, Win, est-ce que haïsma mieux le son? Et c'est normal que yismeo mieux l'oreille. D'accord? Donc, au niveau du pavillon de l'oreille. Ça veut dire que là, la conduction aérienne, elle est supérieure à la conduction osseuse. Et donc, on est vraiment sûr et certain qu'on n'aura pas de surdité de transmission. D'accord? Peut-être une surdité de perception, mais bon, ça voudrait vraiment dire que les imbinzu jikunu hapten. When testing air conduction, the tines of the tuning fork should not be held parallel to the external auditory meatus. Instead, they should be held perpendicular to the external auditory meatus and about 1 centimeter from it. Donc, on va voir le test de Weber. Again, it is important to explain the test clearly to the patient. So, can you tell me whether you hear the sound? Donc là, on va faire sonner avec le diapason Tana et puis on va le mettre au niveau de la ligne médiane du crâne et on va demander au patient de nous dire Win, est-ce qu'il entend le plus? Est-ce que c'est du côté droit ou là du côté gauche? Hanaya, c'est pour définir le type de surdité en fait. Loudest in your left ear, your right ear, or whether you can hear it in the middle. Donc on voit bien qu'elle le met au niveau de la ligne médiane du crâne, donc entre les deux oreilles, ça vient vraiment au centre, car on est sûr que Medeninesh un petit peu plus telle ou telle oreille, ce qui pourrait fausser les résultats. Place the base of the tuning fork in the midline. The middle. Donc là, il les a entendus tous les deux de la même manière, donc il l'entend au milieu, et il n'y a donc aucun problème. Non, c'est ici. Donc, Hadihiya pour l'épreuve du diapason. Donc, si on veut récapituler un petit peu, on applique pour le nerf cochléaire 2 épreuves, d'accord? L'épreuve de la voix chuchotée et l'épreuve du diapason. L'épreuve du diapason fait aussi 2 épreuves, l'épreuve de Weber et l'épreuve de Rin, d'accord? L'épreuve de Weber qu'on applique, elle va différencier les types de surdité. Le diapason, il est placé sur la ligne médiane du crâne. Si le sujet, il est normal, les 2 oreilles sont ouvertes, il l'entendra donc du coup au niveau des 2 oreilles ou là au milieu. Et puis, si l'une d'entre elles est bouchée, il va l'entendre mais l'oreille bouchée. Si le sujet est pathologique, il a une surdité de transmission, le bruit sera entendu, l'oreille malade, on dira que le Weber est latéralisé positif. Si
on aura une surdité de perception, on aura le bruit qui sera entendu par l'oreille saine et ce sera un Weber latéralisé négatif. Donc pour Hadouma, il faut déjà savoir qu'on sait Hadik l'oreille ou shbiha, d'accord? C'est pas le test qui va... C'est pas avec le test qu'on sait qu'il y a un problème. On sait déjà à la base qu'il y a un problème, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va être sûr en quelque sorte si c'est une surdité de transmission ou une surdité de perception. On a pour une surdité de transmission, le bruit il sera entendu par l'oreille malade et puis on aura un Weber latéralisé positif. Et pour la surdité de perception, le bruit sera entendu par l'oreille saine et le Weber sera latéralisé négatif. Pour l'épreuve de Rin, on applique, il va comparer les temps de conduction. La conduction liée à le temps que met le son à disparaître. Dans le cas normal, la conduction aérienne est à la conduction osseuse. Si la conduction aérienne, tous les à la conduction osseuse, c'est qu'on aura une surdité de transmission. Si la conduction aérienne est à la conduction osseuse, mais qu'il y a diminution considérable des deux, ça veut dire qu'on aura une surdité de perception. Très bien. Le nerf vestibulaire qu'on applique, c'est le nerf de l'équilibration et qui sera étudié ultérieurement dans un autre cours. À présent, on va parler du nerf glossopharyngien. Donc, c'est pas très sorcier, c'est facile. Donc, c'est un nerf qui est mixte, d'accord? Le glossopharyngien oblique, c'est un nerf mixte. Il contient des fibres motrices, sensitives, sensorielles et sécrétaires. Donc, chacune de ses fonctions. Et donc on va d'abord commencer par la fonction motrice. Les fibres motrices ont une origine et une distribution commune avec celle du disque, d'accord? Donc avec celle du vague ou la pneumogastrique, appelez-le comme vous voulez. Les fibres motrices se distribuent aux muscles stylo-pharyngiens et contribuent avec celle du disque à l'innervation du voile du palais et des muscles du pharynx, pardon. Donc elle est pure. La fonction motrice, donc elle est commune avec celle du disque et il va innerver les muscles stylo-pharyngiens, le voile du palais et les muscles du pharynx. La fonction sensitive théro, il assure l'innervation sensitive des amygdales, du nasopharynx, de l'oropharynx et de l'oreille moyenne. Pour la fonction sensorielle, il assure la sensibilité gustative du tiers postérieur de la langue. On applique les deux tiers antérieurs, ils sont assurés donc par le nerf facial et puis le tiers postérieur, la sensibilité gustative, il sera assuré par le nerf glossopharyngien. Pour la fonction sécrétaire donc ou végétative, c'est comme vous voulez, il assure l'innervation de la glande parotide. Une lésion du glossopharyngien, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Donc, si on veut un petit peu récapituler, il a une fonction motrice commune avec celle du 10. Donc, ça va être surtout pour la contraction, pour l'innervation du muscle stylo-pharyngien, du voile du palais et des muscles du pharynx. Fonction sensitive pour les amygdales, le nasopharynx et l'oropharynx à l'oreille moyenne, et sensorielle pour le tiers postérieur de la langue, et puis végétative pour l'innervation de la glande parotide. Donc, quand on a une lésion du nerf glossopharyngien, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une agésie du tiers postérieur de la langue. Agésie, ça va être la perte de goût qui m'a mourbilette, d'accord? Donc, perte de goût. Une hypoesthésie de l'amygdale, du voile et du pharynx, une gêne à la déglutition et une abolition unilatérale du réflexe. Le réflexe nauséeux, c'est quoi? C'est tout simplement que, par exemple, chez les enfants, quand la nourriture, elle est au bord, donc du coup, au fond de la bouche, d'accord? D'ailleurs, on aura un réflexe nauséeux, ça veut dire que on aura une envie de vomissement, donc l'enfant il va vouloir vomir, etc. Ça arrive aussi aux adultes, je pense, mais on voit beaucoup être le cas chez l'enfant. On peut observer une névralgie du 9 qui a les mêmes caractères que la névralgie du trijumeau, sauf la topographie de la douleur qui siège au niveau du pharynx et irradie vers l'oreille, qui est déclenchée par sa déglutition.
Donc voilà, c'était tout pour le nerf glossopharyngien. Le nerf glossopharyngien, on oublie qu'il a une fonction motrice, sensitive, sensorielle et sécrétaire. Une lésion de le nerf, elle peut entraîner une agésie du tiers postérieur de la langue, une hypoesthésie de l'amygdale et du voile et du pharynx, une gêne à la déglutition et une abolition unilatérale du réflexe nauséeux. On peut aussi observer une névralgie du 9 qui a les mêmes caractéristiques que celle du 5, mais on aura un siège différent qu'on applique la topographie de la douleur. Elle siège au niveau du pharynx et elle irradie vers l'oreille et elle est déclenchée par la déglutition. À présent, on va voir le nerf vague ou dit pneumogastrique, donc c'est le numéro 10. Déjà, il faut savoir que c'est un nerf mixte, d'accord? Il possède des fibres sensitives, motrices et végétatives qui n'ont absolument aucun intérêt à l'étude neurologique. Donc là, on va... celles qui n'ont pas d'intérêt, c'est les végétatives, d'accord? Donc les sensitives et les motrices, elles ont un intérêt, mais végétatives, on s'en fout un petit peu. Donc les fonctions sensitives, il assure l'innervation sensitive du larynx. Fonction motrice, il innerve les muscles striés du pharynx, du larynx et du voile du palais. Fonction végétative, on s'en fout un petit peu. La lésion du X, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Une paralysie d'un hémivoile. La voix tout sourde et nasonnée, c'est-à-dire que la déglutition est perturbée, les liquides reviennent par le nez, le voile est asymétrique et la luette est déviée vers le côté sain. C'est pur fada, il n'y a vraiment pas grand chose à comprendre, quoi, parce que qui ta'arfou le rôle ta'ou chidel, ça va être automatique que ta'arfou les lésions ta'ou, qu'est-ce qu'elles vont causer. Et puis on aura aussi une paralysie unilatérale du larynx qui se traduit par une voix bitonale qui met une cardio. On aura également une paralysie de l'hémipharynx avec un signe 2 minutes. Donc une paralysie de l'hémipharynx avec un signe du rideau. La paroi postérieure du pharynx dévie du côté sain lorsqu'elle fait une prononcée de la lettre A au malade. Donc voilà, Livia. C'est important de connaître surtout la lésion du nerf vague gauche d'air. On applique une paralysie d'un hémivoile, une paralysie unilatérale du larynx et une paralysie de l'hémipharynx. On passe au nerf spinal. Donc le nerf spinal, c'est le seul nerf médulaire ou spinal externe sera envisagé. D'accord? Il s'agit d'un nerf exclusivement moteur inationnel. À présent, on passe donc au nerf spinal, d'accord, qui est le nerf numéro 11. On étudiera que le spinal médulaire, ou le spinal externe, d'accord. Il s'agit d'un nerf exclusivement moteur qui innerve le sternocléidomastoïdien et le trapèze. Le sternocléidomastoïdien, ça va être tout simplement un muscle fléchisseur et rotateur de la tête qu'on a vu, je pense, l'année passée. La contraction du muscle est visible et palpable sous forme d'une corde située de chaque côté du cou. Quand vous tournez la tête, vous voyez qu'il y a comme une corde un petit peu qui sort. C'est le sternocléidomastoïdien. Pour faire contracter le muscle, on demande au sujet soit deux. Donc pour faire contracter le muscle, on a deux méthodes. Soit on lui fait fléchir sa tête en avant, l'examinateur s'opposant à la flexion, en prenant appui sur le menton, on obtient normalement une contraction simultanée des deux côtés. Donc en gros, on va demander au patient de fléchir sa tête en avant, d'accord? L'examinateur, il va appuyer sur le menton, on obtient normalement une contraction simultanée des deux côtés. Et puis, ça, c'était pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, on peut tourner alternativement la tête d'un côté puis de l'autre contre la résistance appuyée sur le menton. C'est-à-dire qu'on va créer une résistance sur le menton et puis on va demander au patient de tourner la tête de chaque côté. On obtient normalement une contraction du muscle droit lors de la rotation de la tête vers la gauche et inversement. C'est-à-dire que quand on va tourner à gauche, c'est le muscle droit qui va se contracter. Quand on va tourner à droite, c'est le muscle gauche qui va se contracter. Ça, c'était pour le sternocléidomastoïdien. Pour le muscle trapèze, c'est le muscle élévateur de l'épaule. L'exploration du trapèze se fait en demandant au sujet de soulever les épaules contre résistance. C'est-à-dire que là, on va appliquer une résistance au niveau des épaules et puis on va demander au sujet de les lever. Là, par exemple, et puis le sujet, il les lève. On aura contraction du trapèze. En cas d'atteinte du spinal externe, on observera
l'absence de contraction du sternocleidomastoïdien dans les mouvements contrariés de flexion de la tête en avant et de rotation vers le côté opposé. Donc en gros, on aura lors de l'atteinte du nerf spinal une absence de contraction du sternocleidomastoïdien. On aura un creusement du creux susclaviculaire, un abaissement du moignon de l'épaule, une déviation de l'omoplate en bas et en dehors et impossibilité de hausser les épaules du côté atteint. Pareil, donc il n'y a rien à comprendre un petit peu. Le nerf hypoglosse, qui est le nerf numéro 12, c'est un nerf purement moteur qui est destiné à la langue. Une atteinte unilatérale du 12 entraîne une paralysie de l'hémilangue avec atrophie. Donc l'hémilangue a un aspect qui va être aminci. Elle est le plus souvent le siège de fasciculation. Là c'est un L, c'est pas un D. Le siège de fasciculation. Donc en gros la langue elle sera comme ça. Elle aura un petit peu cet aspect-là. Il faut savoir aussi que lorsqu'on demande au malade de tirer la langue, elle est déviée vers le côté paralysé. En effet, le génioglosse du côté sain n'est plus équilibré par son symétrique. Donc, la langue, on voit bien qu'elle va dévier et qu'on a un petit peu des fasciculations qui s'installent au niveau de l'hémilangue. Donc, elle va dévier vers le côté sain parce que en fait le côté atteint il n'y a plus de résistance, c'est-à-dire que avant comme ça et comme ça du coup mais maintenant vu que la résistance n'est plus là et bien et elle va dévier du côté sain beaucoup plus. Voilà, c'était tout pour les nerfs il me semble. Donc du coup on va passer à la motricité et la coordination qui sont les deux dernières parties de cette vidéo. Donc on va commencer par la motricité. La motricité, il faut savoir qu'elle étudie la force et le tonus musculaire. Donc l'élément du cours, il sera divisé en deux parties. L'étude de la force et l'étude du tonus. On va d'abord commencer par l'étude de la force. Alors, il faut savoir qu'elle est appréciée par l'étude de la motricité spontanée et volontaire. Spontanée, ça veut dire la iradia et donc involontaire. D'accord ? Involontaire. Donc spontané et volontaire, d'accord? Spontané, lié à involontaire et volontaire, lié à iradia. On va d'abord commencer par la motricité spontanée. La motricité spontanée, elle est appréciée à l'inspection en dehors de toute sollicitation par l'observation de l'activité gestuelle, de la mimique et de la parole. Spontanée, c'est-à-dire quand je vois la personne qui fait les manières qu'elle va faire avec son visage, comment est-ce qu'elle va marcher, etc. Donc l'activité gestuelle, c'est-à-dire quand la personne elle va bouger, quand elle va lever la main pour dire quelque chose, je sais pas, sur la marche, aussi. C'est la motricité spontanée. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, ça va être la motricité volontaire. Elle est explorée en demandant au malade d'effectuer systématiquement certains mouvements, d'accord? On a au membre supérieur et au membre inférieur. Pour le membre supérieur, on va donc du coup demander au patient, par exemple, une poignée de main, abduction contrariée des bras, flexion contrariée des avant-bras, pour les membres supérieurs. Pour les membres inférieurs, dorsiflexion contrariée du pied, flexion contrariée du genou et de la hanche, etc. Donc, en gros, ça va être des mouvements qu'on va nous imposer aux patients pour voir un petit peu sa motricité volontaire, dans quel état est-ce qu'elle est, d'accord? Par exemple, on va demander pour les membres supérieurs une poignée de main, une abduction des bras, etc. Pour les membres inférieurs, on va demander une dorsiflexion contrariée du pied, etc. Bref, c'est juste des mouvements et de main. Ce ne sont pas vraiment à apprendre. Ensuite, on va parler du tonus musculaire. Donc, on a parlé de la force musculaire, qu'elle soit donc du coup spontanée ou involontaire. Donc, on va parler du tonus musculaire. Le tonus musculaire, il faut savoir qu'il est apprécié par la mobilisation passive d'un membre dans toutes les positions possibles. Normalement, il n'existe qu'une résistance très faible à la mobilisation passive. Les troubles peuvent, quand je mets TB, ça veut dire trouble. Donc les troubles peuvent être retrouvés sous forme d'hypertonie ou bien d'hypotonie. Une mobilisation passive, ça va être tout simplement le fait que, par exemple, quand je vais prendre le bras d'une personne et que je vais le bouger, etc., on remarque qu'il y a un petit peu une certaine résistance, mais elle est vraiment
très faible, d'accord? Mais en fait, la résistance, et dans ce cas-là, on aura une hypotonie, ou la et dans ce cas-là, on aura une hypertonie. On va d'abord commencer par l'hypertonie. L'hypertonie, pardon, c'est une contracture musculaire et un état de raccourcissement du muscle qui se caractérise par une diminution de l'amplitude du mouvement passif. On peut observer deux types, pyramidal et extra-pyramidal. L'hypertonie, ça va être comme si le patient il yabes un petit peu. On a vraiment beaucoup de mal à le bouger, etc. Et puis, on va voir les types likayen et les symptômes qu'on retrouve chacune d'entre elles. Bon, alors, déjà, petite remarque, pour l'hypertonie pyramidale et extra-pyramidale. Donc, si vous voulez un petit peu vous rappeler de la motricité pyramidale et extra-pyramidale, je vous recommanderai les vidéos de Neurofacile. C'est une playlist qui existe sur YouTube. Donc, vous tapez juste Neurofacile. Et puis, comme la petite playlist, je crois qu'il y a 9 vidéos, un truc comme ça. Vous pourrez bien réviser avec. Je vais essayer de vous faire un rappel minuscule sur ce que c'est que la voie pyramidale. En fait, la voie pyramidale, l'hypertonie pyramidale, elle est due à la lésion pyramidale, d'accord? Elle est due à la lésion de la voie pyramidale. La voie pyramidale, en fait, elle va commander tout ce qui est volontaire, d'accord? Donc, elle va commander les mouvements volontaires. Donc, vous allez comprendre l'intérêt de ce que je dis un petit peu plus tard. Donc, voilà, c'est tout. Donc, je vous recommanderais vraiment d'aller voir les vidéos de Neurofacile. Comme ça, vous ne serez pas trop perdu. Donc, l'hypertonie pyramidale, il y a des trucs essentiels à savoir à l'IA. C'est les choses qui sont soulignées et écrites en italique un petit peu. Donc, déjà, il faut savoir que... En fait, depuis tout à l'heure, j'en viens de savoir où je suis, hein, mais voilà. Donc, l'hypertonie pyramidale, déjà, il faut savoir qu'elle est spastique ou élastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on déplace un segment du membre, que ce soit le membre supérieur ou le membre inférieur, l'intensité de la résistance, elle augmente rapidement avec le degré d'étirement. C'est-à-dire que on va étirer, la résistance, elle dit qu'en fait l'intensité de elle va augmenter. Depuis le membre, elle reprend sa position initiale dès qu'il est abandonné à lui-même. C'est-à-dire dès qu'on relâche le membre le plasto, on dit qu'elle est spastique ou élastique, ça veut dire qu'elle le plasta en fait. Si le déplacement est poursuivi en dépit de la résistance, celle-ci peut céder brusquement comme la lame d'un canif. En fait, vous voyez quand on donc les canifs, donc les couteaux suisses. Donc dès qu'on appuie sur un bouton, en fait, la lame elle sort vraiment très très vite. C'est pareil pour le bras. Si on le tient étiré trop longtemps, il y très brusquement le plasto comme dit la lame quand elle sort très rapidement. Donc premièrement, on a spastique ou élastique. Ensuite, il faut savoir que l'hypertonie pyramidale, elle est élective. Ça veut dire quoi élective? Elle prédomine sur les fléchisseurs et les pronateurs aux membres supérieurs et sur les extenseurs et abducteurs aux membres inférieurs. Elle s'accentue lors des mouvements volontaires. Hadi, c'est à apprendre tout simplement. Donc les membres supérieurs, elle va être beaucoup plus... Elle va dominer sur les fléchisseurs et les pronateurs. Et pour le membre inférieur, ça va être sur les extenseurs et les abducteurs. D'accord? Elle s'accentue lors des mouvements volontaires, c'est-à-dire qu'elle va augmenter un petit peu d'intensité. Elle s'accompagne d'une diminution de la force musculaire et d'une exagération des réflexes rotuliens et d'un signe de Babinski, normalement, et d'Amanish Ralta. Très bien, et d'un signe de Babinski. Elle se voit lors des lésions chroniques du faisceau pyramidal qui marque le comme morbella. Donc, on a une petite vidéo à voir. Normalement, c'est celle-là. On va l'ouvrir. Mobilisation passive. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Hadi, je pense. Voilà. Ça, c'est pas important. Il s'agit d'une hémiplégie spastique. Par rapport au côté contralatéral, on a un déficit moteur. Donc, déficit moteur, on a la force musculaire. Impossibilité de lever le membre inférieur.
Les impossibilités, c'est surtout dû au fait que le patient il a une hémiplégie. Donc, c'est une hémiplégie spastique. Vu qu'on a une hypertonie du membre qui augmente avec la vitesse du mouvement. Donc à chaque fois quand on augmente le degré d'étirement, donc plus on bouge le membre, plus la résistance elle va augmenter. L'attitude du membre supérieur en demi-flexion en rapport avec une hypertonie des muscles fléchisseurs au niveau du membre supérieur. Au niveau du membre supérieur, elle va prédominer les fléchisseurs et les pronateurs. Donc là, on montre beaucoup plus les fléchisseurs pour les membres supérieurs. Si on tape les réflexes, là, on va chercher les réflexes. On voit qu'ils sont... Quand on cherche les réflexes, on voit qu'ils sont très vifs, d'accord? On a limite une petite exagération, en fait. Ce sont des réflexes qui diffusent vers de l'autre côté. Un réflexe qui est vif, un réflexe qui est vif, un réflexe qui est vif. Membre inférieur. Pareil pour le membre inférieur. Et des réflexes qui diffusent vers le côté contralatéral. Réflexe rotulien plus vif. On a un signe de Babinski. Donc voilà, c'était aussi accompagné d'un signe de Babinski qu'elle vient de mettre en évidence. Donc voilà, Hadiya pour l'hypertonie pyramidale. Donc si on veut répéter un petit peu, on applique elle est spastico-élastique, c'est-à-dire qu'elle va augmenter, donc la résistance augmente avec l'étirement du membre, d'accord. On applique elle est élective, ça veut dire que elle va prédominer sur les fléchisseurs et les pronateurs aux membres supérieurs et aux extenseurs et aux abducteurs aux membres inférieurs, et elle s'accentue lors des mouvements volontaires. Elle s'accompagne d'une diminution de la force musculaire et d'une exagération des réflexes rotuliens et aussi d'un signe de Babinski, et elle se voit au cours des lésions chroniques du faisceau pyramidal. Maintenant, on va passer à l'hypertonie extra-pyramidale. Pardon. Donc maintenant, on va parler de l'hypertonie extra-pyramidale. Si on veut définir brièvement ce que c'est que la voie extra-pyramidale, en fait, la voie extra-pyramidale, elle commande le tonus musculaire et la posture du corps, d'accord? Et elle est retrouvée surtout lors des maladies de Parkinson, donc on va voir ce que c'est. Donc ce que vous devez retenir un petit peu Naya, donc en attendant de voir les vidéos t'as un euro facile, parce qu'il y a aussi normalement la voie extra-pyramidale, elle est beaucoup plus au contrôle du tonus musculaire et de la posture, donc vous comprendrez que c'est beaucoup plus involontaire, quoi. Il faut savoir que l'hypertonie extra-pyramidale, elle est plastique, ou je m'entends, elle est plastique. C'est-à-dire que lorsqu'on déplace les divers segments de membres, ils gardent plus ou moins longtemps la nouvelle position. Quand on va bouger le bras il va garder la position, il ne va pas revenir à sa place qui m'a l'élastique. Donc elle est plastique. La résistance à la mobilisation passive est soit uniforme sans coup à coup, à type de tuyau de plomb, soit faite d'une alternance de renforcement et de relâchement en type de roue dentée. C'est-à-dire que qui le membre, soit ça va être uniforme, donc la position soit on va avoir une alternance en fait de relâchement, de renforcement, c'est-à-dire que il va il va refaire, si vous voulez, une résistance, résistance. Donc alternance, ça veut dire tabadul, donc entre renforcement et relâchement du type de roue dentée. Ça peut, donc elle est aussi diffuse, donc homogène dans sa répartition. Elle ne s'accompagne pas de déficit de la force musculaire ni de troubles des réflexes. Elle est associée à un tremblement de repos et à une akinésie, réduction considérable de l'activité malade figée, réalisant le syndrome parkinsonien. D'accord, réalisant le syndrome parkinsonien. Normalement, je pense que... Je sais pas, regardez la vidéo.
Oui. Les pubs YouTube, vraiment, c'est... Dans l'histoire pour dormir de ce soir... Mobilisation passive de la main d'une patiente présentant une maladie de Parkinson. Donc la mobilisation de cette main pseudo-rhumatoïde, qui est en fait une main où il y a de l'arthrose, et puis induite aussi par la rigidité extrapyramidale qui porte sur les muscles monoarticulaires. Donc ici, il faut le faire sous légère traction. Donc, voilà vers l'extension. On peut aussi étirer les muscles polyarticulaires, mais disons, il faut savoir que la déformation est liée aux interosseux et aux lombricaux. Donc, en résumé, au cours de la mobilisation, il faut faire une légère traction et un glissement qui permet de réaxer les surfaces articulaires et de les mettre les unes en face des autres. Pour réaxer tout en mobilisant. On effectue un glissement antéro-postérieur. Pour remobiliser, là on a presque l'impression qu'il n'y a rien quand on la mobilise. Alors que si je la laissais aller, vous voyez que ça repart. Il faut légèrement tirer et essayer de réaxer. C'est-à-dire que quand il a fait les mouvements, la main, elle n'a pas bougé et il n'a ressenti aucune résistance. La main, elle a adopté, elle dit, la nouvelle position. Donc pareil ici, légère traction et réaxation. Vous voyez qu'avec mes doigts, ici, je pousse un peu pour réaxer la main quand je la mobilise. Ça vous fait pas mal? Pas du tout. Voilà, le pouce, là aussi où il y a une rhizarthrose, hein, liée sans doute à l'arthrose aussi, mais peut-être aussi à la rigidité extrapyramidale qui entraîne ce type de déformation habituelle. On retrouve cette déformation sur la statuette effectuée par le professeur Richer. Alors ça, c'est une autre technique que l'on va voir avec le doigt qui est introduit à l'intérieur de la main pour pousser et réaxer. Donc en gros, voilà, c'était pour voir un petit peu comment la mobilité, est-ce qu'elle est vraiment beaucoup... on n'a pas vraiment de problème à la mobilité, etc. Donc, pour l'hypertonie extrapyramidale, elle va être plastique, uniforme, sans coups à coups, avec peut-être aussi une alternance de renforcement et de relâchement. Elle peut être aussi diffuse. Elle ne s'accompagne pas de déficit de la force musculaire ni de troubles de réflexe associés à un tremblement. Et une akinésie, qui est une région... Et elle réalise un syndrome parkinsonien. Donc voilà, c'était tout pour la motricité. Maintenant, on va passer à la coordination. Donc la coordination, il faut savoir que la coordination des mouvements est sous la dépendance du cervelet. D'accord, on va prendre là. La coordination est aux dépens du cervelet et des voies de la sensibilité proprioceptive. Elle est étudiée lors de la position debout et de la marche. Elle est explorée par l'étude des mouvements finalisés, les yeux ouverts puis les yeux fermés. En fait, si on veut un petit peu savoir c'est quoi les mouvements finalisés, c'est un mouvement qui va donc du coup toujours nous mener à un but. Ça veut dire que on va demander au patient de faire telle ou telle chose avec un but bien précis en fait derrière la tête. Donc, on a aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. Pour les membres supérieurs, on va effectuer l'épreuve du doigt sur le nez. D'accord? Donc l'épreuve du doigt sur le nez. Et puis aux membres inférieurs, ça va être l'épreuve du talon sur le genou et par l'étude des mouvements alternatifs rapides, épreuve des marionnettes. On va aller voir une vidéo pour comprendre les mouvements camel. Normalement c'est celle-là. Ouvrir. This is the greatest time in the world to sell what you know. Knowledge is the new currency, and I'm doing something I've never... S'en fout. Monsieur, vous allez mettre le bout du doigt sur le bout du nez et faire ce mouvement plusieurs fois. Allez-y, le bout du doigt sur le bout. Donc voilà, on demande au patient de faire un mouvement bien précis pour un but bien précis. Donc les doigts sur le nez, on va étudier avec ça la coordination dont il fait preuve. Donc il le refait plusieurs fois. Très bien. Avec l'autre main.
Je vais vous demander maintenant de placer le talon sur votre genou. Vous descendez le long du tibia jusqu'au gros orteil. Vous remontez, vous reposez le talon sur le genou et vous faites cette manœuvre plusieurs fois. Oui, même chose de l'autre côté. Donc voilà, on voit qu'elle lui demande d'effectuer des mouvements finalisés au niveau du membre inférieur, donc talon, genou, et puis elle lui demandera de refaire la manœuvre plusieurs fois. Donc hadik épreuve des marionnettes. Le talon sur le genou, en descendant le long de l'orteil, vous remontez. Bien, posez. Vous allez faire comme moi. Donc en gros, maintenant que nous la vidéo, vous allez voir que en fait ils l'ont fait sur plein de patients et puis à chaque fois ils leur demandaient de faire les mêmes manœuvres. Si vous avancez un petit peu plus la vidéo, vous verrez des gens qui ne peuvent pas le faire, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire avec la main droite par exemple, mais pas avec la main gauche. Donc là, on en déduit qu'on a des problèmes de coordination. Voilà, c'était le dernier élément de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez une petite partie de QCM ou là de flashcards ou là de... pour s'entraîner en gros, dites-moi dans les commentaires. Donc